Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Alexis et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de productivité. Alors parler de la productivité, surtout sur YouTube, c'est un peu vendre la quête du Saint Graal. C'est-à-dire, tiens, avec des petites astuces, avec des petites méthodes de productivité, j'arriverai à tout faire, je n'aurai plus aucune barrière dans mon travail, j'arriverai à toujours travailler et à travailler efficacement dans tous les cas. C'est pas spécialement ça que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, on va bien parler de productivité. Mais une productivité, pas uniquement dans le but de travailler de façon optimale, d'être hyper performant, d'arriver à tout faire en 10 minutes. Non, pas tellement. Une productivité qui va plus vous permettre de vous sentir bien au quotidien. De vous sentir bien dans votre environnement de travail, dans la façon dont vous travaillez, dans la façon dont vous codez. On y va. Alors je dois bien vous avouer que je crois que j'ai lu tous les bouquins possibles sur la productivité. J'ai bouffé des bouquins et des sites et des vidéos et des cours sur la productivité dans tous les sens depuis des années et au final, à la réflexion pour l'écriture de cette vidéo, je dois quand même me dire, tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas une méthode ou une technique, c'est pas en lançant un timer de Pomodoro ou en lançant un second brain que je me suis dit, ok, à partir de ce jour-là, en un coup, ma productivité a décollé. Pas tellement. C'est plus avec le recul que je me dis, tiens, j'ai été chercher une petite idée ici, une petite idée là, et c'est un ensemble de petites choses que j'applique au quotidien qui me font dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai un niveau de productivité qui me convient, tout à fait acceptable. J'arrive à me mettre dans un état, dans un flot de pensée, ne pas être distrait, travailler de façon totalement efficace et être content de moi en fin de journée. Et c'est ces petites astuces, tout cet ensemble de réflexions que je vais donc vous présenter ici dans cette vidéo. Mais parlons tout de même avant juste de la question existentielle. Pourquoi est-ce qu'on recherche d'être plus productif? Et je crois qu'il y a deux raisons. Un, c'est cette volonté de toujours vouloir accomplir plus et être plus fort. Finalement, d'une certaine manière, le temps, c'est de l'argent, certes. Et la deuxième, être productif aussi, c'est arrêter de tout le temps d'être sous pression, éparpillé et de passer une journée en finissant sa journée en te disant « Oh là là, aujourd'hui, j'ai rien foutu, j'ai perdu ma journée. » Ça, ce sont un peu les deux choses évidentes et j'ai tout de même envie de rajouter une troisième qui, selon moi, est bien plus importante. C'est que être productif n'est pas tant dans la quantité de travail que vous allez pouvoir délivrer et réaliser dans un laps de temps défini, mais c'est surtout arriver à ne pas travailler en permanence sous pression. C'est vraiment vous dire, tiens, je suis productif dans une idée qu'effectivement, je peux travailler de manière professionnelle, de manière concentrée, pour arriver à produire un code de qualité. Et la première étape pour être un petit peu plus productif, c'est tout d'abord d'arriver à comprendre sa charge de travail. Et comprendre votre charge de travail, c'est avant tout agir en connaissance de cause. Je m'explique. Si on prend votre journée moyenne, c'est votre journée type, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en réalité, vous arrivez le matin au bureau et puis que vous avez un bloc de libre d'1 heure, on va dire, pour coder, mais que dans ce bloc-là, vous êtes assez souvent interrompu, puis qu'après, vous avez d'office tous les jours à la même heure, on va dire à 11h30, un call d'équipe ou un call avec un client, puis vous avez votre déjeuner, l'après-midi, vous avez de nouveau un bloc de 2 heures de temps disponible, et puis en fin de journée, de nouveau un call ou des meetings dans lesquels vous êtes obligé d'assister. Eh bien, si on analyse votre journée optimale, il y a plein de facteurs externes, comme les réunions, les calls avec les clients, où vous n'avez pas réellement d'action, vous n'avez pas vraiment agir dessus. Certes, vous pouvez toujours discuter en équipe de « Tiens, est-ce qu'on fait pas trop de réunions? Est-ce que je pourrais assister à moins? Est-ce qu'on peut pas essayer d'agencer les choses un petit peu mieux ?» Ça, on peut toujours demander, mais globalement, si vous devez assister obligatoirement à des réunions, si vous avez des rendez-vous ou des choses obligatoires, eh bien, c'est important de les noter. Là-dessus, on n'arrivera pas vraiment à agir. Par contre, on va pouvoir dégager des petits blocs type, des blocs avec du temps qui sont véritablement à vous, où vous pouvez vous dire, ok, là, j'ai 1 heure ici, 2 heures là, c'est vraiment sur ces blocs-là que je vais pouvoir agir, c'est durant ces blocs-là que je vais pouvoir mettre en place mes techniques et mes méthodes de productivité, et donc là-dessus, j'ai action, j'ai vraiment, véritablement la possibilité d'agir et d'agencer mon environnement de travail et mon temps comme je le souhaite, donc c'est vraiment sur cette heure ici et ces 2 heures là, par exemple, que je vais agir et que je vais mettre en place toutes les méthodes de productivité. Je dis ça parce qu'il y a plein de méthodes qui vont venir, qui vont s'appliquer qu'aux gens qui sont par exemple comme moi en freelance où on a toute la journée devant nous pour agencer complètement notre horaire comme on le souhaite. On décide nous-mêmes de comment on met les réunions, on a la capacité de dire ok, cette réunion-là ou ce call-là, je ne le veux pas là maintenant. Si vous êtes employé dans une entreprise, il y a une vie d'équipe, vous ne pourrez pas toujours agir sur tout, c'est bien de le prendre en compte et donc de agencer
penser et d'adapter, on va dire, finalement, les différentes méthodes de productivité à votre cas et à votre situation. C'est super important de garder tout ça à l'esprit pour pas dire, tiens, en un coup, allez, hop, c'est fini, demain, je vais dire à mon patron que je n'assiste plus aux réunions, que je fais plus ceci, parce que je l'ai lu dans un bouquin, parce que je l'ai entendu sur la chaîne de Parfaitement Web, et donc j'ai décidé que maintenant je suis productif, et donc au revoir. Ça va pas marcher. Pensez d'abord à la réalité, et justement, dans les plages, dans les moments où vous avez la possibilité d'agir, c'est là-dessus qu'on va foncer, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc pour planifier sa journée, ou du moins pour avoir un schéma complet de tout ce qui nous attend durant une journée, on a dans tous les bouquins de productivité, dans toutes les ressources, la fameuse to-do list. Alors mon avis sur la to-do list. La to-do list, en tant que vraiment une to-do list comme on peut la lire dans certains bouquins de productivité, qui est vraiment point par point, avec lundi je fais ça, mardi je fais ça, je dois m'y tenir, en fin de journée je dois avoir fait absolument toute ma liste. Au final, c'est pas ça que j'ai gardé. Ce que j'ai gardé effectivement, c'est que tous les matins, j'ai au moins une ou deux tâches dans ma journée que je veux absolument accomplir. Et puis, j'ai toute une suite de petites tâches, ou de tâches importantes, que j'aimerais également faire si j'en ai le temps. Mais j'ai tout de même un but dans ma journée, c'est de faire au moins la première, ce n'est pas les deux tâches essentielles. Si j'ai fait ces deux tâches-là, ma journée, c'est bon, elle est réussie, j'ai fait ce que je voulais faire. Et donc, cette liste de tâches devient plus, comme le dirait Ali Abdaal dans toutes ses vidéos, qui n'est pas une liste de tâches, c'est plus une liste de toutes les possibilités. En parlant plus, non pas de tâches d'obligation, mais plus de possibilités, ça va certainement vous aussi vous soulager d'un poids énorme si vous n'arrivez pas à tout réaliser. Parce que c'est la vie, des fois on a une liste de tâches et puis il y a plein de choses qui viennent s'intercaler. Et donc, c'est pas toujours possible d'arriver à tout réaliser. Et du coup, quand vous réalisez pas tout, il y a un sentiment de culpabilité, on prend la liste de tâches, on la remet au lendemain, et ainsi de suite, et on a vraiment ce sentiment de culpabilité qui arrive. Donc, j'ai envie de dire, ce que j'ai gardé, et ce que je vous conseille également de réaliser, c'est tous les matins, quand vous vous levez, par exemple pour moi c'est sous la douche tous les matins, je pense à la chose que je veux réaliser aujourd'hui. Il y a une tâche hyper importante dans mon code, dans mon travail, etc. que je dois faire. Cette tâche-là, je la commence dès le premier instant de ma journée de travail. Je me lève, je me mets à mon bureau, par exemple, je fais cette tâche à fond. Avant tous les calls, avant de regarder mes emails, avant d'aller traîner sur les réseaux sociaux, non, je fais cette tâche à fond. Au moins, je sais que si cette tâche est faite, à la fin de la journée, je serai heureux et à la fin de la journée, j'y serai content et je me dirai, tiens, aujourd'hui, j'ai été productif. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de remplacer votre liste de tâches au pluriel par votre liste d'une tâche. Pour chaque jour, vous avez une tâche. Et cette tâche-là, par contre, vous devez la réaliser. Rien ne vous empêche évidemment de rajouter des sous-tâches, si vous avez du temps ou même d'entamer la tâche du lendemain si c'est possible, mais au moins par jour, vous devez réaliser votre tâche. Et utilisez plutôt cette liste de tâches comme une liste de priorités. On va dire ça comme ça. Un peu comme dans vos tickets que vous allez ouvrir dans vos supports, dans votre bug tracking, etc. Dans toutes les tâches que vous allez avoir, vous mettez des priorités. Et il s'agit du coup, durant la journée, si par exemple on vient vous demander autre chose, on vient vous demander tiens, tu peux m'aider là-dessus, est-ce que j'aimerais que tu me fasses ça, ton patron vient avec une demande, avec toute nouvelle demande, vous allez de nouveau lui attribuer une priorité. Si elle est hyper importante, eh bien elle vient au-dessus de la liste des tâches et on enchaîne. Et oui, on accepte que du coup, il y en a d'autres qui descendent. Par contre, si quelqu'un revient avec une demande et que vous dites « Ok, ça peut peut-être un petit peu attendre », ça, vous la mettez en dessous de la liste et vous reprenez tout au-dessus. Et donc, c'est pas de nouveau votre liste de tâches avec les 5 choses que vous deviez faire en une journée et puis en un coup, on vous en apporte 5 nouvelles et vous vous retrouvez avec 10 choses à faire. Non, s'il y en a 5 nouvelles qui arrivent, il y en a 5 autres qui doivent bouger et descendre à la liste. C'est comme ça. Et un des conseils également que j'aimerais vous donner, c'est quand vous êtes en train de réaliser une des tâches que vous avez, très souvent votre cerveau va partir et vous allez dire tiens, en fait je fais ça mais je devrais faire ci, cela aussi. Et tiens, j'ai lancé ça mais ce sera bien que juste avant de continuer, j'aille faire ceci dans le code ou ceci dans mon projet. Et du coup, vous allez commencer peut-être à vous éparpiller, c'est-à-dire que vous allez partir d'une tâche et puis en fait vous allez, sans le vouloir, en ouvrir 3 autres. À ce moment-là, je vous conseille sincèrement d'arriver donc à vous découper et à segmenter et de vous dire tiens, il y a une nouvelle idée qui émerge, il y a une nouvelle chose que je me dis tiens, je devrais faire. Si celle-là est pas capitale, c'est-à-dire que si elle n'est pas dépendante pour la bonne réussite de la tâche principale, allez de nouveau l'ajouter sur votre liste de tâches en fonction de sa priorité. Mais ne vous lancez pas dans un deuxième travail, dans une deuxième sous-tâche, restez bien
focus, restez bien concentré sur votre tâche initiale, vous notez simplement l'idée que vous avez eue pour ne pas l'oublier, vous terminez ce que vous êtes en train de faire, et puis vous reprenez cette liste, et en fonction des priorités, vous enchaînez sur la suivante. Vous prenez bien note, vous dites « Ok, mon cerveau a pensé à cela, je le note, j'y reviendrai plus tard, et je reste concentré sur ce que je suis en train de faire. » Et en parlant des bons outils qui vous rendent plus productif, j'aimerais vous parler de Wix Studio, qui est le partenaire de cette vidéo. Wix Studio, c'est une toute nouvelle plateforme de création complète conçue pour les agences et les professionnels qui créent, développent et gèrent des sites web et des expériences digitales pour des clients de toute taille. Wix Studio vous aide à la productivité grâce à un espace de travail qui vous permet de créer plusieurs sites en même temps. Vous aurez alors une vue d'ensemble de vos projets tout en gérant votre équipe et en communiquant facilement avec vos clients. Les fonctionnalités de Wix Studio sont nombreuses, mais voici celles que j'ai retenues dans l'idée de créer un site internet plus rapidement. Wix Studio dispose d'une grille de sections pour créer des mises en page uniques. Il existe des animations préconçues pour ajouter du mouvement et attirer l'attention que vous pouvez utiliser telle quelle ou personnaliser à votre guise via l'éditeur de code intégré. L'intelligence artificielle de Wix Studio peut rendre votre site responsif automatiquement et vous pourrez rendre vos éléments réutilisables à travers plusieurs projets ainsi qu'en découvrir d'autres dans le marketplace. Vous avez également accès aux options SEO, un CMS complet et une intégration avec GitHub pour un travail en collaboration. Et comme Wix Studio n'est pas juste un éditeur, à travers lui vous pouvez gérer les abonnements et les noms de domaine, communiquer avec vos clients à l'aide de tickets et leur envoyer un kit personnalisé contenant toutes les ressources multimédia de votre projet. Et l'objectif de Wix Studio, c'est donc de vous permettre de créer de nombreux sites internet en un temps record. Vous pouvez aller découvrir ces fonctionnalités en détail via le lien que je vous ai mis en description. Et en deuxième point, j'ai envie de vous parler de la technique de Pomodoro. Alors, pourquoi Pomodoro? Parce que ça veut dire tomate et ça fait référence au timer, au minuteur qu'on a dans notre cuisine, qu'on tourne, qui est très souvent en forme de fruit et donc très souvent aussi également en forme de tomate. Peu importe pour l'histoire du Pomodoro et pourquoi la tomate, ce qui est important à retenir, c'est un concept qui vous dit, tiens, quand vous faites une tâche, vous mettez un minuteur, vous travaillez 20 minutes dessus, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous restez concentré, vous ne pouvez pas changer de tâche, vous ne pouvez pas aller sur Facebook, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous êtes concentré pendant 20 minutes et toutes les 20 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Et donc, vous enchaînez en fait des 25 minutes, 20 minutes plus 5, 20 minutes plus 5, 20 minutes plus 5, en faisant comme ça des minuteurs avec des petits bursts, j'ai envie de dire, des petits moments hyper focus de 20 minutes. Alors, pour être un petit peu provocateur, ça m'a toujours fait un peu rire ces 20 minutes plus 5, parce que personnellement, 20 minutes de concentration et puis une pause de 5 minutes, j'ai quand même l'impression que c'est un peu pour les enfants, quoi. 20 minutes de concentration, oh là là, vous avez le droit de faire 5 minutes de pause après, votre cerveau va exploser. Tout de même. Parce qu'on pense toujours que se remettre au travail, c'est un peu on et off. Ok, je me remets au travail et en un coup, je suis productif à 100%. En réalité, c'est pas le cas. Et vous avez déjà certainement vu ce graphique qui montre bien qu'effectivement, s'arrêter, c'est du on et off. Mais reprendre et de nouveau se remettre dans le mindset, se remettre dans l'état d'esprit et de nouveau être productif à 100%, ça reprend un peu de temps. C'est de nouveau une courbe graduée qui remonte au fur et à mesure et de nouveau on se dit ok, j'étais sur quoi, ok, j'avais quel dossier ouvert, ok, j'étais en train de faire quoi, ok, c'était ma finalité. Donc si on dit vous travaillez 20 minutes et que vous faites une pause de 5 mais qu'en réalité la pause de 5 c'est plus 5 plus encore 5 minutes pour vous remettre dedans, en fait vous travaillez 15 minutes et vous faites 10 minutes de pause plus ou moins à chaque fois. Ça, j'appelle pas être super productif, surtout dans nos métiers, c'est impossible. Moi, personnellement, si je suis dérangé toutes les 15 minutes, c'est pas du tout productif. Donc moi, la technique de Pomodoro, c'est tout le contraire. Justement, après 20 minutes, je suis à fond dedans, le timer sonne après 20 minutes et je dis non, ok, c'est bon, je remets 20 minutes. Donc je vous conseille là-dessus, Pomodoro, la technique de faire des charges de travail, une pause, des charges de travail, une pause, certes, mais allez-y, vous faites 45 minutes d'un coup, 50 minutes, 1 heure et puis vous posez, quoi. Faites 1 heure, vous faites 10 minutes d'arrêt, c'est très bien. Par contre, ce qui est vraiment à éviter, c'est de faire 2 heures de charge de travail sans interruption. C'est important à un moment donné de vous dire ok, stop, j'arrête au moins 5 minutes pour prendre un peu de recul. Pour moins vous sortir la tête de votre travail en cours, de votre code, et du coup, durant ces 5 minutes, vous allez juste faire un tour, vous faire un café ou juste vous regarder le ciel, vous allez prendre un tout petit peu de recul et vous dire tiens, en fait, je suis parti dans cette voie, est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus simple? Parce que c'est souvent ça qui se passe, on est tellement focus, on est tellement concentré
concentré, on est tellement parti dans une voie qu'on prend pas le temps nécessaire et le recul nécessaire pour se dire tiens, en fait, est-ce que je suis dans la bonne direction? Si oui, vous continuez, si pas, justement, c'est le moment de un petit peu réajuster et justement d'être plus en accord avec la bonne solution à prendre. Alors jusque-là, on était à fond dans la théorie, c'était un peu le cours universitaire de productivité par Parfaitement Web. Donc du coup, passons à la troisième étape, au troisième point, et on va parler du fait d'automatiser au maximum les tâches répétitives. Et là, ça devient fun. Même si, évidemment, rendre automatique les tâches qui sont répétitives, c'est le degré 0 du fait de devenir plus productif, je crois qu'il y a un aspect bien plus intéressant à ça. C'est qu'avant tout, de gagner tout simplement du temps parce que ça se fait automatiquement, il y a surtout un petit plaisir personnel à ne plus devoir les faire. Certes, ça va plus vite, mais après, je ne dois plus les faire. C'est-à-dire que toutes ces tâches manuelles, c'est une corvée. Chaque fois, on se dit « Ok, je dois encore de nouveau récolter toutes les factures que j'ai émises ce mois-ci et les envoyer à mon comptable. Je dois rentrer dans un Excel toutes les heures que j'ai passées. Je dois faire ceci, cela. » Et chaque fois, on se dit « Ok, allez, c'est bon, ça va me prendre 1 heure. » On n'a vraiment pas envie de le faire. Donc certes, ce sera fait automatiquement, mais surtout, vous serez très content de savoir qu'elles sont faites automatiquement et que le temps, vous allez le gagner et surtout que vous allez pouvoir le passer à autre chose. Et là, vous allez vraiment tirer une énorme satisfaction. Et pour ma part, toutes les tâches répétitives que j'ai automatisées sont énormément liées d'abord à la comptabilité, parce que je travaille en agence et en tant que freelance. Du coup, il y a un temps énorme qui est passé à la paperasse, à l'administration, tout ce genre de choses. Et donc, je vous montre ici un exemple. Je passe par le service make.com. Chaque fois que je reçois un email qui contient un PDF, le service make va récupérer les pièces jointes dans tous les emails qui ont le libellé facture et ajouter ces PDF directement au dossier Dropbox. Et il y a également toutes les automatisations liées à vos achats que vous faites sur mon site parfaitementweb.fr qui va automatiquement vous attribuer les bonus, vous envoyer certains emails types et ainsi de suite. De nouveau, tout ça est automatisé, j'ai pas à m'en soucier à chaque fois et c'est véritablement un gain non seulement de temps comme je l'ai dit, mais surtout une tranquillité d'esprit. C'est géré automatiquement et mon cerveau peut penser à autre chose. Mais j'ai tout de même envie de vous dire de faire attention à une chose. C'est-à-dire que quand on commence à automatiser les tâches répétitives, on a très vite tendance à vouloir tout automatiser. Sauf que toute tâche que vous faites dans une journée, même si elle est un tout petit peu répétitive, ne vaut pas le coup d'être réellement automatisée. Si vous faites une tâche mais qu'elle vous prend à chaque fois 15 secondes à faire, ça sert à rien non plus de passer 1 journée, 2 journées, 3 journées entières pour automatiser. Parce que même si vous le faites tous les jours pendant 10 secondes, ça prendra pas autant de temps. Donc toutes les tâches ne sont pas bonnes à automatiser. Certaines tâches, il veut vous dire, ok, ça me prend tellement peu de temps, je continue à le faire manuellement, c'est pas important. Donc faites toujours bien le ratio entre temps de création de la tâche et complexification pour réaliser l'automatisation automatiquement et temps réellement gagné. C'est un travers dans lequel on peut tomber et c'est un travers dans lequel je suis tombé. Et donc maintenant que j'ai donné cet exemple débile qui est sorti de ma tête comme ça, 10 secondes par jour, donc c'est rentable à partir de X mois ou années, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul. Donc si vous voulez faire le calcul réellement et le lâcher en commentaire pour vous dire tiens, il y a une tâche qui me prend 15 secondes par jour, en combien de temps c'est rentabilisé? Vas-y, allez-y, faites les mathématiques pour nous et pour moi, lâchez-le en commentaire. Et le point suivant est ultra important. Il n'est pas lié directement à la productivité, mais plutôt est une conséquence de votre amélioration et votre optimisation de votre productivité. Le conseil est le suivant, si vous le pouvez, ne facturez pas à l'heure. Le raisonnement est super simple. Plus vous êtes productif, plus vous travaillez mieux, moins de temps il vous faut pour réaliser les choses. À moins que vous ne montiez votre tarif horaire, vous devenez de moins en moins rentable. S'il vous fallait 1 heure pour faire les choses et que vous améliorez votre productivité et que du coup il vous en faut plus qu'une demi-heure, vous ne facturez plus qu'une demi-heure au lieu de l'heure intégrale. Donc 2 options, facturer au projet indépendamment du temps qu'il vous faut, ou alors il faudra augmenter votre tarif horaire tout en étant raisonnable. Parce que le tarif horaire, à un moment donné, c'est aussi ce qui vous vend, ce qui vous permet d'être compétitif. Si vous l'augmentez trop, eh bien, ça aura un impact directement sur vos ventes et votre recherche de clients. Et donc, si vous le pouvez, facturer toujours au projet et non pas au temps nécessaire. Ça sous-entend évidemment que vous arrivez à estimer correctement le temps qu'il vous faudra pour réaliser un projet, parce qu'à partir du moment où vous donnez votre prix pour une fonctionnalité, vous pouvez pas revenir en arrière. Du coup, si vous dépassez les heures, c'est tant pis pour vous. Par contre, si vous arrivez à le faire en moins, là, c'est bénéfique pour vous. Alors,
Alors gardez bien sûr à l'esprit d'être plus productif, certes de passer moins de temps sur les tâches que vous devez faire, mais que ça n'ait pas un impact direct sur le montant que vous facturez parce que vous êtes lié à une facturation horaire. Pour le point suivant à propos de notre productivité, il y a le conseil évidemment de réutiliser au maximum tous les outils et les bouts de code que vous avez créés, c'est-à-dire essayer au maximum qu'un code que vous avez développé pour un projet puisse être réutilisable tel quel dans un autre projet. Du coup, effectivement, en réutilisant les composants, eh bien, ils seront testés à 2 endroits, donc ils seront plus performants et surtout, vous allez gagner énormément de temps puisque vous ne devrez pas à chaque fois réinventer la roue. Mais tout ça, c'est de nouveau un petit peu théorique. Parce que c'est très beau de se dire, ok, à partir du moment, tout ce que je code, tout ce que j'écris, je vais en faire un package et ce package va pouvoir être réutilisable dans tous les coups. C'est théorique parce que très souvent, on pense aussi et on a trop tendance à se dire « Tiens, je vais avoir besoin de cette fonctionnalité dans un autre projet ». Très souvent, on se dit « Ça va être utile », donc on passe du temps à le rendre disponible sous une forme réutilisable et en fait, on ne s'en sert pas. Donc utilisez quand même votre bon jugement pour vous dire « Ok, ça va vraiment être important ». Cette fonctionnalité, je l'emploie vraiment dans 80% de mes projets. À partir de ce moment-là, ok, ça vaut le coup de sortir cette fonctionnalité et de la rendre utilisable. Et de nouveau, pensez bien au temps supplémentaire que ça va vous coûter de traduire cette fonctionnalité dans un package. Pensez bien à cela avant de vous lancer. Parce que peut-être, de nouveau, s'il vous faut une journée entière pour réaliser un package réutilisable, mais qu'en réalité il vous faut juste 5 à 10 minutes pour la mettre en place dans chaque projet, c'est peut-être pas tout à fait rentable d'avoir un package. Il faut peut-être mieux, effectivement, à chaque fois réinventer la roue et le réimplémenter de zéro. Surtout que, quand vous faites un package, n'oubliez pas un coût super important, c'est le coût de maintien. C'est-à-dire que ce package, vous ne pouvez pas le laisser mourir. Ce package, il va devoir être adapté à toutes les versions de votre langage de programmation ou des frameworks dont il dépend. Vous devrez en permanence le garder à jour et le maintenir. Et donc, en un coup, vous aurez les projets de vos clients à mettre à jour, plus tous vos différents petits packages. Si vous en avez beaucoup, ça peut vraiment devenir une charge énorme de devoir remettre à jour le composer.js, vous êtes en PHP, ou les dépendances, ou le package.json, ou tout ce que vous voulez. Ça peut vraiment devenir un coût énorme de devoir maintenir ces différents packages, même certes s'ils sont réutilisables dans différents projets. Et puis aussi, n'oubliez pas que la technologie évolue énormément, et donc si vous mettez en place par exemple des méthodologies d'authentification dans un package, ça se peut très très vite qu'en fait il y ait des meilleures méthodes de faire, des meilleures manières de procéder, et vous avez tout dans un package, et vous pouvez pas mettre ce package à jour très facilement, à moins de commencer avec des versions différentes qui vont être liées à vos projets différents. Il y a ce projet 1 qui va utiliser la version 1 de votre package, et l'autre qui va utiliser la version 2. C'est très bien, sauf que vous commencez avec 15 projets comme ça, et là ça devient un enfer. Du coup, il vaut peut-être mieux, dans certains cas, développer la fonctionnalité en interne, au moins pour un client. Vous avez des dépendances propres à votre client et pas un package qui doit commencer à satisfaire tous les clients du monde. Et je me permets un instant de vous demander de vous abonner si c'est pas le cas. Ça permettra à YouTube de continuer à vous recommander du contenu similaire si vous l'appréciez, et ça montrera également à YouTube que vous aimez ce contenu, et donc il pourrait le proposer et le recommander à d'autres personnes, à d'autres profils comme vous, et ainsi faire continuer l'expansion de la chaîne. Grand merci, on continue. Et le prochain conseil de productivité que j'ai envie de vous donner, c'est un gros conseil. C'est en plus un conseil qu'on oublie souvent, c'est un conseil qui n'est pas courant. Pourtant, quand il est mis en place et que vous en avez besoin, ça, c'est vraiment le truc qui vous fait gagner un temps de malade. Je parle, bien sûr, de disposer d'un backup toutes les heures. Alors ça peut être un backup sous n'importe quelle forme, que ce soit Time Machine sous Mac, que ce soit l'historique intégré à PHP Storm, qui garde un historique et tous les changements que vous avez effectués sur vos fichiers toutes les minutes pendant une durée maximale, que ce soit également simple Git, où vous allez committer réellement au minimum une fois par heure tout ce que vous êtes en train de faire, même s'il s'agit de faire un commit work in progress, que plein de personnes voient mal. Je trouve personnellement que juste faire un work in progress dans un Git qui permet effectivement d'avoir un backup au minima toutes les heures, ça c'est véritablement un gain de temps quand vous allez écraser des fichiers, que vous allez les perdre, votre ordinateur va crasher ou tout ce que vous voulez. Du coup, gros conseil de productivité sur lequel on va pas passer des heures, mais il est là. Faites un backup de votre travail au moins toutes les heures, si pas en temps réel. Et le conseil suivant est un conseil qu'on entend très souvent, sauf que j'ai envie de lui apporter un petit twist. Il s'agit de connaître et d'apprendre par cœur tous les raccourcis clavier que vous pouvez imaginer.
Le concept est simple. Si au lieu de prendre votre souris et de devoir aller dans Fichier, Éditer, Coller, et bien vous savez qu'on peut faire pomme V, tout de suite ça prend beaucoup moins de temps. Et du coup, comme ce sont des tâches et des actions qu'on entreprend à longueur de journée 200 fois, ou dans votre éditeur de code, ouvrir un fichier directement, ou revenir à l'onglet précédent, ou ouvrir un nouveau tab, etc. Ce sont tous des raccourcis clavier une fois que vous les maîtrisez. Forcément, là-dessus, c'est inévitable. C'est un véritable gain de temps. Mais là où il y a un petit twist, et là où j'ai envie d'aller plus loin, c'est que je dis certes raccourci clavier, mais j'ai même envie de dire raccourci tout court. Les raccourcis de votre bureau, les raccourcis de votre dock. Et pour marquer le point, voici mon bureau tel que je l'ai tous les jours quand j'ouvre mon ordinateur et très souvent quand je travaille et que je code. Le voilà. Et c'est pas du tout une blague, j'ai pas trié mon bureau et rangé mon desktop juste avant de vous le montrer. J'ai pas vite rangé tout mon salon, mis toutes les crasses dans un tiroir pour pas que vous le voyez avant de vous inviter de boire un verre chez moi. Pas du tout, j'ai véritablement ce bureau-là tous les jours lorsque je commence à travailler. Aucune icône sur le bureau. Le bureau, c'est le truc qu'on voit chaque fois qu'on ouvre. J'ai pas besoin de voir tous mes fichiers en désordre. Chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, j'ai pas besoin de voir que j'ai effectivement mon bureau. Comme ici autour de moi, le bureau est rangé. J'ai pas besoin d'avoir une montagne de papier à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur. Le bureau, il sert pas à ça. Le bureau non plus, c'est pas un espèce de tableau de bord sur lequel on va à chaque fois cliquer pour lancer des choses. Non, rien du tout. Il y a rien du tout sur mon bureau. Le dock non plus, j'ai pas besoin d'avoir en permanence Apple Numbers, mes mails, un logiciel de timer, etc. ouvert, non, parce que tout ça prend du temps et de l'esprit mental. Chaque fois que vous travaillez, que vous avez ce doc, même si vous pouvez le masquer chaque fois, eh bien, vous avez en visuel toutes les applications que vous pourriez ouvrir peut-être. Pas du tout, dans mon doc, je n'ai que les applications ouvertes, et donc quand je dois switcher, je vois automatiquement tout ce qui est ouvert, et tout est clean, tout est bien rangé. Et pour ouvrir les applications, moi j'utilise Alfred parce qu'on s'est rentré un peu plus loin dans la customisation, mais vous pouvez très bien utiliser Spotlight par exemple sur macOS pour tout simplement entrer le début d'une application et la lancer. Et vous la lancez quand vous en avez besoin, elle s'affiche dans le dock, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, et dès que vous n'avez plus besoin de cette application, vous la fermez, ça libère de l'espace dans votre cerveau, ça décluster, ça désencombre votre champ visuel, et de nouveau vous êtes single tasking comme je le disais précédemment, vous vous concentrez sur une tâche et vous enlevez totalement tout ce qui pourrait vous déranger. Et par rapport au fait d'apprendre les raccourcis clavier aussi, on a très tendance à vouloir apprendre les raccourcis clavier de l'application et donc à devoir se forcer d'utiliser un raccourci qui n'est pas spécialement évident pour faire telle tâche. Et donc n'ayez vraiment pas peur d'aller customiser tous les raccourcis, soit dans le programme directement, soit dans les préférences système, pour vraiment personnaliser les choses pour vous. Si en fait chaque fois que vous voulez lancer un raccourci, eh bien vous êtes naturellement envie d'appuyer sur, je sais pas, la lettre H, mais qu'en fait le développeur il veut que vous appuyez sur 3 et I en même temps, ça n'a aucun sens. N'hésitez pas un seul instant à customiser vos raccourcis, faites vos raccourcis à vous. Certes, c'est pas ceux que tout le monde emploie, certes, c'est pas les plus normaux, mais en tout cas, c'est ceux que vous allez réussir à utiliser. Même si en fait, Pomme R, c'est censé recharger pour tout le monde, et bien qu'en fait, pour vous, imprimer, c'est Pomme R qui est logique, et bien faites Pomme R. Si ça marche pour vous, c'est là-dessus que vous allez gagner. Et c'est là-dessus qu'effectivement, qu'on n'oublie pas que la productivité, c'est pas ce qu'on lit dans les bouquins, et c'est pas ce que font les autres. La productivité, ça s'applique d'abord à soi, et donc faites ce qui vous semble le plus évident pour vous. Et je vous parlais effectivement de maîtriser les raccourcis et que j'avais un bureau super clean. C'est donc effectivement le point suivant qui est celui d'optimiser votre environnement de travail, c'est-à-dire on n'a pas Slack ouvert dans un endroit, Discord d'un autre, Facebook en arrière-plan, dans la barre des menus 500 applications qui peuvent tous balancer une notification. Pour ma part, toutes les notifications sont éteintes, j'ai pas besoin sur mon téléphone d'être interrompu par un ding-dong, j'ai pas besoin d'avoir une petite notification en haut à droite chaque fois que quelqu'un écrit dans le Slack ou chaque fois que quelqu'un m'écrit sur WhatsApp. Je reste concentré sur la tâche, et puis justement quand je ferai mes petites pauses après ma session de code, je sais que j'ai 5-10 minutes, je prends ces 10 minutes là déjà pour monter, faire un tour, me balader, aller me faire un café, et je prends ces minutes là pour du coup retourner sur les canaux de discussion, sur les Discord, sur les chats, sur Slack, tout ce que vous voulez, et là je réponds. Il est vraiment essentiel de ne pas être dérangé au fur et à mesure, et donc pour ne pas être dérangé, c'est à vous avant tout d'être proactif. Pareil de nouveau, si vous travaillez en équipe ou en open space, eh bien c'est bien à un moment donné de signaler à vos collègues, que ce soit par un casque ou tout simplement leur dire tiens écoute là, je suis dans la zone, je travaille, c'est pour le bien de tous et pour le bien du produit.
Ne t'inquiète pas, j'ai noté que tu m'as appelé, je reviens vers toi dès que j'en ai la possibilité et dès que j'ai l'espace mental pour le faire. Et un autre point essentiel qui va avoir un impact énorme sur votre productivité, bien plus que celui d'éviter les distractions, de ranger votre bureau et ainsi de suite, c'est celui de continuer à vous former au quotidien. C'est donc cette formation continue qui va faire de vous un expert de jour en jour. Vous continuez à vous documenter, à lire sur tout ce qu'il y a autour du métier, vous analysez comment les autres personnes travaillent, sur comment ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en place, quelles sont les nouvelles bonnes méthodes, quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent en jeu, quelles sont les nouvelles bonnes pratiques à mettre en place. C'est vraiment en continuant votre formation personnelle continue tous les jours que vous allez pouvoir vraiment vous remettre en question, voir et réadapter votre manière de travailler en vous disant tiens, est-ce que je ferais pas ci comme ça, est-ce que je changerais pas mon angle d'approche, est-ce que j'essayerais pas de cette méthode. C'est vraiment en essayant au quotidien, en expérimentant et en continuant à vous former et à vous informer sur tout ce qui se passe dans le milieu que vous allez voir vraiment pouvoir booster votre productivité. Parce que si vous continuez toujours dans le même schéma, forcément on continue dans les mêmes manières de penser, on ne s'ouvre pas au monde et on reste un petit peu bloqué et on fait toujours la même chose et on ne se donne pas la possibilité de s'améliorer. Et forcément, l'amélioration, c'est une meilleure productivité. Et j'aimerais mentionner l'inverse de la productivité, tout son contraire, c'est-à-dire arrêter de travailler et savoir se déconnecter. Pour continuer à être productif au quotidien, il faut savoir se dire « Ok, maintenant j'arrête et je me déconnecte ». J'ai un shutdown ritual. Tous les jours, je fais la même chose et quand je ferme mon ordinateur, il est fermé et je passe à autre chose. Et demain, ça me permettra justement de revenir en étant motivé, en étant frais et disponible, comme on dit. Ce n'est pas en travaillant en permanence, en ne s'arrêtant jamais, que vous serez productif. C'est impossible d'être productif en permanence. Vous devez savoir vous arrêter. Vous devez avoir des horaires de travail fixes, savoir où et quand travailler pour ne pas travailler en permanence, parce que l'opposé de la productivité, c'est également le burn-out. J'en ai fait bien trop souvent les frais. Je vous en parle dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder dès maintenant. À tout de suite.